Voilà, voilà. Donc, on va parler tout de suite de ce phénomène de la procrastination qui devient de plus en plus prenant dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, bien entendu. Mais vous avez, là, on l'entend à l'école, au travail, dans les discussions. Et en fait, la définition, c'est quoi? C'est reporter à plus tard, souvent c'est le lendemain, quelque chose qu'on a à faire. Voilà. Dans le monde anglo-saxon, c'est rentré dans le vocabulaire commun il y a très longtemps, en fait. Et c'est un vieux mot, c'est pas un mot qui est nouveau, ni dans la langue anglaise, ni dans la langue française. Simplement, en français, ça fait style un peu un mot assez pompeux pour décrire un comportement psychologique. Donc, il a pris une tournure un petit peu psychologisante, si je peux me permettre cette expression. Mais la réalité du mot, c'est remettre à plus tard ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on veut faire. Et pour des raisons X et Y qu'on va citer dans quelques instants, on reporte cette chose-là. Première chose, pour ceux qui peut-être se poseraient la question, la procrastination n'est pas une maladie. Je disais que la procrastination n'est pas une maladie au sens de maladie psychologique. Voilà, comme des troubles des TOC ou des tics. Pas du tout. Donc ça, c'est une chose qu'on peut déjà dire sur ce sujet-là, que c'est pas. Par contre, là où il y a un rapport avec la maladie, c'est que la procrastination, le fait de remettre à plus tard les choses qu'on devrait faire, ou qu'on s'était fixé comme objectif de faire, eh bien, ça peut être le symptôme d'une maladie, symptôme d'une autre maladie. Mais on va voir qu'en réalité, c'est plus un processus psychologique qui est le signe d'un dysfonctionnement psychologique, enfin, dysfonctionnement des croyances qu'on a dans la tête. Alors, la procrastination, ça devient un apprentissage. Voilà. Vous savez que les habitudes, ce sont des apprentissages, ce sont des choses qu'on s'est habitué à faire, dont on a automatisé le processus. Ça veut dire que dans la tête, on a des discours. Quand on pense à faire quelque chose, par exemple, je me dis, je sais pas, moi, je vais réviser. Et dans ma tête, à ce moment-là, quand je me dis, je vais réviser, je vais déclencher des images, une projection, etc. Et ça va me donner des émotions. Et face à ces émotions, je vais avoir une réaction. Si c'est une émotion qui est positive, en général, eh bien, je me mets à faire l'action. Si c'est une émotion qui est négative, eh bien, ça m'empêche de faire l'action, ou ça va plutôt me donner des barrières psychologiques ou des barrières dans ma tête pour faire ces choses-là. Et c'est un apprentissage qui après se transforme en habitude. Et comme vous savez, comme toute habitude, au bout d'un certain temps, quand on fait quelque chose tout le temps, tous les jours, ou beaucoup de fois, ça va devenir ancré en nous-mêmes et ça va devenir un comportement. Et à chaque fois qu'on sera confronté au même déclencheur, on va réagir avec le même comportement. La chose qu'il faut voir, c'est qu'il y en a qui reportent souvent ce qu'ils ont à faire, mais ça ne constitue pas nécessairement un problème pour eux. Donc pour ces gens-là, on leur dira, bah bon, vu que ce n'est pas un problème pour toi, peut-être que chercher à le traiter pour faire plus de choses, ça pourrait t'apporter, voilà, plus de bénéfices dans ton boulot, dans tes lectures, dans ton travail, dans tes rendez-vous, dans ton efficacité. Mais si ça ne constitue pas un problème, voilà, pas de raison suffisante de le traiter. Par contre, là où ça peut aider certaines personnes, c'est dans le cas où le coût, il va être supérieur au bénéfice. Le coût de notre action va être supérieur au bénéfice qu'on va en tirer. Et là, ça peut constituer un problème, c'est que, je sais pas, moi, tu as envie de lire, tu dois étudier, tu vas commencer par réviser, tu penses à tes révisions, après tu reportes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Alors au début même, tu peux même faire un calendrier, dire voilà, j'ai 2 mois pour réviser. Le premier jour, je vais réviser tant de pages ou tel livre ou tel cours. Ou le concours il approche. Et toi, tu reportes et tu modifies ta façon de faire. Jusqu'au moment où il te reste une semaine avant le bac ou avant le brevet ou avant le concours ou avant plein d'échéances. Et là, tu te retrouves avec une tonne de choses à faire. Et tu fais ton truc tant bien que mal. Voilà. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas, ça casse. Et on se satisfait des fois même du peu de résultats qu'on peut obtenir avec l'effort qu'on a fourni en disant voilà, j'ai révisé à la dernière minute et j'ai eu 8, 9. Bon, voilà. Si j'avais révisé plus, j'aurais sans doute eu de meilleurs résultats. Mais le problème, c'est qu'à force de faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, on s'habitue à ce fonctionnement-là. Et que ce fonctionnement, une fois qu'il a fonctionné dans un domaine et qu'il s'est manifesté dans un domaine, il peut aller, on va dire, perturber les autres domaines de la vie. Il y a 3 formes de procrastination. Il y a ce qu'on appelle la procrastination académique. C'est celle qui concerne tout ce qui est l'apprentissage. Ça veut dire les cours, les devoirs, les contrôles, les examens,
les lectures, les compositions, le bac, le concours pour devenir avocat, pour devenir médecin, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle académique parce que c'est lié au scolaire. Ensuite, il y a la deuxième forme, ce qu'on appelle la procrastination routinière. C'est celle qui t'empêche au fait que tu recules à chaque fois dans ta vie de tous les jours. Par exemple, tu as un courrier pour l'administration. Ils ont même inventé un terme aujourd'hui, c'est la phobie administrative, où par exemple, tu as un courrier à rendre, ou les déclarations des impôts. Tu dois rendre tes impôts, tu dois rendre tes courriers. Et la date, c'est, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, voilà, on est le 28 mars. Toi, tu es le 28 janvier. Tu repousses, et le 28 mars, dans l'après-midi, ou juste avant que la poste elle ferme, tu vas faire ton courrier, tu vas déposer ton truc. Des fois même, je me rappelle, quand on passait les concours, on allait à la poste du Louvre parce qu'elle ouvrait toute la nuit et qu'il y avait écrit que, sur le papier que quand on voyait ton dossier, c'était le cachet de la poste qui faisait foi. Donc on arrivait à 23h30 pour faire la queue à la poste du Louvre à Paris pour qu'on puisse avoir le tampon avant minuit en fait, pour passer les concours de l'enseignement il y a longtemps. Et à chaque, ce qui est marrant, c'est que quand il y a des moments de concours, au dernier moment, dans la file, tu as souvent des... Alors c'est un concours de profs, tu vas retrouver des profs. Si c'est un concours d'autre chose, tu vas retrouver l'autre... tes collègues, tes futurs collègues, quoi. S'ils ont concours, bien entendu. Parce qu'après, le problème, il y a l'inscription du concours, mais après, il y a la révision par rapport au cours. Et ça, donc, c'est la deuxième forme de procrastination. La troisième forme de procrastination, c'est la procrastination décisionnelle. Tu veux partir en vacances, tu veux acheter une voiture, tu prépares un événement, tu ne sais pas choisir entre X ou Y, entre manger au restaurant libanais ou au restaurant turc. Eh bien ça va te poser un problème de conscience. Alors quand tu es un petit peu malin, tu t'en remets à la vie des autres. Mais quand toi, t'arrives pas, t'arrives pas en fait. Et tu repousses et tu arrives devant le fait accompli, tu sais même pas. Donc ça, c'est pour tout ce qui est décision de la vie.